Donc Azalée Versailles 1.1 a exactement le même périmètre fonctionnel que la 1.0, c'est-à-dire qu'en gros, les archivistes mettent au point, conçoivent des formulaires qui sont utilisés par les agents des services versants, référents archives par exemple, pour effectuer des versements à destination d'Azalée. La plupart des évolutions concernent la mécanique des formulaires. Donc, il y a quelques axes d'optimisation qui ne sont pas directement liés à la gestion des formulaires, mais principalement, les évolutions sont dans les formulaires. Et on va voir tout à l'heure si on a intégré l'import-export des formulaires, par exemple. Là, je vous laisse encore la surprise. Et puis, il y a également une faiblesse qu'on a notée sur Versailles 1.0, c'est la gestion des fichiers. Alors, les fichiers sur le serveur, ceux qui vont être uploadés lors du versement, eh bien, on va les retrouver sous différentes formes, sous forme de zip, décompressé, dupliqué. En fait, la gestion des fichiers n'est pas optimum dans la version 1.0 d'Azalée, ce qui a conduit à des full disks chez des premiers utilisateurs. Donc, premier axe d'optimisation, réduire au maximum la consommation des fichiers sur le serveur. Et puis, deuxième point, c'est la génération asynchrone des versements. On verra tout à l'heure. Lorsque on joint des zips avec plusieurs milliers de fichiers, eh bien, il y a un temps assez long de décompression sur le serveur, d'analyse des fichiers, qui bloque l'utilisateur. Donc, il est obligé d'attendre que ça se termine. Cette fois-ci, sur la version 1.1, on rend la main tout de suite à l'utilisateur qui peut aller prendre un café pendant que Versailles travaille. Alors, je vais essayer de vous illustrer les différents points que je vais vous lister dans les diapos qui vont venir. Et donc, je vais être obligé de me rendre là-bas, sur mon PC. Donc, vous allez me voir faire des allers-retours sur la scène. Alors, entrons dans le vif du sujet. Alors, les premières nouveautés concernent les formulaires. Et la première amélioration notable, c'est l'intégration du CEDA 2.2. Donc, le CEDA 2.2, qui est également intégré dans Azalée 2. Donc, on peut faire des versements en CEDA 2.2 de Versailles 1.1 vers Azalée 2.2. Alors, le CEDA 2.2, bien, il comporte quelques nouvelles métadonnées et une nouvelle règle de gestion, mais il est très semblable à la version 2.1 du CEDA. Donc, c'est à votre convenance d'utiliser le CEDA 2.1 ou 2.2. Je tiens également à signaler que nous supportons également la version 1.0 du CEDA. Donc, dans Versailles 1, vous avez le choix de faire des versements dans les trois versions du CEDA qui sont 1.0, 2.1 et 2.2. La deuxième nouveauté remarquable, c'est nous qui avons eu l'idée, non, c'est pas nous. C'est l'import-export des formulaires. Effectivement, on s'est rendu compte très rapidement que là, on avait une faiblesse. Et le premier cas d'usage, c'est je mets au point mon formulaire sur ma version de pré-prod ou de test. Et après, une fois que j'ai passé 2-3 versions, parce que oui, les formulaires sont versionnables en cours d'utilisation. Une fois que j'ai mis au point, que je suis content avec ce que j'ai réalisé, que mon formulaire répond à mes besoins, eh bien, je vais l'exporter, je vais l'importer en prod directement. Alors, l'import-export, on n'a pas besoin d'avoir exactement le même paramétrage des entités entre la pré-prod et la prod, ou entre notre collègue qui travaille dans une autre collectivité. À l'import, il va récupérer uniquement les éléments du formulaire, la structuration du transfert et des unités d'archives. Et c'est à l'import qu'on va choisir quels sont les services qui seront susceptibles d'utiliser le versement, le formulaire, pardon. Voilà, donc ça, avec ces deux fonctions, on pourrait s'arrêter là et puis se donner rendez-vous à la prochaine journée, mais on est allé un petit peu plus loin. Alors, le troisième point, qui est également un point important, ce sont les sections répétables. On s'est rendu compte dans les premières utilisations que quand il y a des éléments variables non connus à l'avance, par exemple des annexes ou des
délibération dans une séance, eh bien, nos utilisateurs prévoyaient un certain nombre de sections qu'ils masquaient, et puis par le biais de cases à cocher, eh bien, on rajoutait une section si on avait besoin. Mais là, on arrive, alors c'est assez long à mettre au point. Il faut également prévoir côté unité d'archives toutes les unités d'archives qui correspondent aux sections qu'on a imaginées et qui seraient éventuellement utilisées. Donc beaucoup de duplications et des structurations qui sont assez grosses. Et donc, on s'est dit, on va faire des sections répétables. Donc une section répétable, attendez, je vais vous montrer, vous allez voir. Et très rapidement, voilà, vous allez voir apparaître cette section-là, ici, là, je ne sais pas si vous la voyez, voilà, qui a un logo un petit peu différent, là, sur la gauche, vous voyez les petits cubes, et qui indique qu'elle est répétable. Donc tous les éléments qui sont à l'intérieur, tous les éléments de formulaire qui sont prévus, je vais pouvoir les dupliquer et repartir sur une saisie. Alors, les sections répétables, on peut fixer la cardinalité, on peut les rendre obligatoires, et puis on peut fixer un nombre maximum de duplications. Alors ça donne quoi? On va essayer de se mettre à la place d'un agent versant. Voilà, donc là je suis en mode test. Il m'affiche le formulaire tel que le verra l'utilisateur du service versant. Et là j'ai ma section répétable qui est ici. Voilà, et sur ce bouton, je vais rajouter des éléments. Voilà, sans que j'ai à faire autre chose dans le formulaire. Donc vous voyez, donc, ces parties-là se sont répétées. Voilà. Donc ça, c'est côté formulaire pour la saisie d'informations. Et puis dans la structuration de mon archive, je vais retrouver également un élément d'arborescence qui sera lié à la section répétable. Donc on a dû également inventer, rajouter cette unité d'archive spécifique qui est faite spécialement pour la raccrocher à une section répétable. Donc les champs répétables, eh bien, c'est un champ texte. Il est ici, on l'appelle champ de texte multiple. Donc si vous aviez prévu d'avoir une ligne de texte saisie, puis éventuellement une autre ou une troisième, il fallait prévoir 3 champs. Donc maintenant ici, en indiquant que le champ texte est multiple, c'est une case à cocher qui le rend multiple. Voilà, valeur multiple. À l'utilisation, l'utilisateur il pourra le répéter. Il pourra rajouter un champ. Donc il est là, mon champ multiple. Oui. Donc je saisis mon premier texte, ma première ligne. Voilà, et je peux en rajouter. Donc les champs texte répétables, après, peuvent subir des traitements côté calculateur, en les agrégeant, par exemple, ou en les utilisant dans des mots-clés répétables. Donc on a vu les sections répétables, les champs multiples. Ce sont les listes déroulantes. Alors on a quelques remontées sur la 1.0 sur les listes déroulantes qui s'appuient sur les listes de mots-clés. Donc dans Versailles, vous pouvez définir des listes de mots-clés. Un mot-clé, c'est une clé et une valeur. Lorsqu'on va définir une liste déroulante dans Versailles qui s'appuie sur une liste de mots-clés, eh bien Versailles va faire ce travail qui est assez fastidieux de rajouter les options du select, de la liste déroulante. Et lui, il prend par défaut les clés et les valeurs. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'après, une fois qu'on est dans le formulaire, lorsqu'on valide le formulaire, ce que va envoyer le formulaire côté serveur, c'est la clé, c'est pas la valeur. Je sais, même moi, des fois, j'ai du mal à comprendre ce que je vous explique. Mais bon, il faut que vous sachiez qu'on a une difficulté sur ce thème-là. Donc, on s'est dit, bien, on va permettre directement d'utiliser le nom à la place de la clé. Ce qui fait qu'on n'a plus de difficulté. Si on a prévu une liste, par exemple, des lycées de la commune, avec un code et le nom du lycée, mais on va indiquer, lorsqu'on crée sa liste déroulante, bon, je pourrais vous le montrer, mais je vous le montrerai peut-être tout à l'heure, on va dire utilise le nom dans le code, et on n'a pas à se poser la question de savoir si on récupère le code ou la valeur. Voilà.
il y a un autre point tout à l'heure sur le même thème qui est peut-être un peu plus compliqué. Mais on verra, on va s'en sortir. Alors maintenant qu'on a vu la partie formulaire, on a également travaillé sur la partie structuration des unités d'archives entre elles. Et on a maintenant la possibilité de dupliquer des unités d'archives. Donc si on a des unités d'archives qui sont très proches, avant il fallait faire du CTRL-C, CTRL-V éventuellement, ou repartir sur une configuration totale des unités d'archives avec le risque d'oublier, je ne sais pas, une règle de gestion. Avec la duplication, vous créez une nouvelle unité d'archive et vous dites je vais m'inspirer de telle unité d'archive. C'est celle-ci que je vais cloner. Et puis vous vous retrouvez avec une copie de l'unité d'archive que vous pouvez modifier comme bon il vous semble. Autre amélioration sur les unités d'archives, le rangement des fichiers. Alors ça aussi c'était une faiblesse de la 1.0. Dans le SIP, dans le paquet qui part de Versailles, l'utilisateur a chargé des fichiers et puis Versailles va les ranger dans une arborescence. L'arborescence suit l'arborescence des unités d'archives. Et le nom des dossiers dans l'arborescence des fichiers reprend l'intitulé de l'unité d'archive. Alors quelquefois, l'intitulé peut être très long. Il peut être un texte d'une centaine ou 150 caractères. Ouais, c'est un texte. Et lorsqu'on a une arborescence avec 2 ou 3 niveaux, avec des noms d'unités d'archives très longs, on se retrouve avec une arborescence très 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 longue. Et au bout d'un moment, ça coince, ça ne marche plus. Donc, sans vous parler évidemment des caractères spéciaux, des accents, des espaces qui peuvent traîner et se retrouver dans l'arborescence. Donc sur cette version-là, sur chaque unité d'archive, on a le choix du calcul du rangement. Soit on dit cette unité d'archive ne rajoute pas un niveau dans l'arborescence, donc il n'y a aucun rangement. Soit on prend le nom de l'arborescence que l'on a créée, c'est son nom dans le formulaire, ou bien c'est l'intitulé de l'unité d'archive. On a le choix. Ce qui fait qu'on réduit fortement l'arborescence des fichiers dans le SIP, et surtout on a le contrôle, et on n'est pas en train d'espérer que l'utilisateur ne va pas renseigner le titre ou le texte qui donnera le titre de l'unité d'archive qui fait planter le système. Voilà, donc ça c'est également une amélioration remarquable sur la 1.1. Autre nouveauté sur l'arborescence, c'est la prévisualisation de l'arborescence. Là, ça, par contre, je vais vous montrer. Voilà, lorsque je prépare mon formulaire. Alors pour ceux qui ont déjà utilisé Versailles, vous allez vous rendre compte tout de suite de l'apport bénéfique de cette nouvelle fonction. Là, vous voyez ici sur la partie gauche mon arborescence d'unité d'archive. Je ne vois pas tout. Si je veux voir les règles de gestion qui s'appliquent à ma première unité d'archive, il faut que je vienne en édition et aller voir ce que j'ai prévu sur les règles de gestion. Ici, avec ce bouton-là, il va m'afficher toute l'arborescence, toutes les règles de gestion que j'ai pu appliquer sur mes unités d'archives, ainsi que les variables qui sont utilisées. Donc là, très rapidement, je me rends compte que sur l'unité d'archives principale, eh bien, j'ai des règles sur les restrictions d'accès, la communicabilité, ainsi que sur la DEA et le sort final. Ah oui. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que je suis sur une version de développement. Si vous voyez erreur 400 ou un truc comme ça, ne soyez pas étonnés. OK. Après, donc, on arrive sur les calculateurs et extracteurs. Donc, pour faciliter la compréhension des utilisations des variables et extracteurs, on a donc sur la liste des variables l'endroit où ils sont utilisés dans l'arborescence. Alors ce point, le prochain point, le fameux switch que vous voyez s'afficher ici, ce sont des mécaniques qui vous permettent de dire pour telle valeur qui a été saisie dans le formulaire,
voici la valeur que je veux utiliser. Par exemple, vous avez la liste des codifications des arrêtés, par exemple, dans un select. Et puis en fonction de la valeur qui a été sélectionnée, moi je veux inscrire telle valeur dans la description de mon archive. Voilà. Donc, ce sont les switches. Bien, les switches, donc, ils peuvent également s'appuyer sur les mots-clés. Donc si vous avez fait une liste déroulante qui s'appuie sur des mots-clés, vous pouvez récupérer la valeur en utilisant la même liste de mots-clés. Voilà. Autre amélioration intéressante, ce sont les métadonnées qui sont liées à l'utilisateur qui va faire le versement. Vous pouvez rajouter dans le versement qui va partir de Versailles, par exemple, le nom de l'utilisateur qui a fait le versement, son identifiant de connexion, son mail, et son entité de rattachement, son service. On va retrouver également les métadonnées du service versant et du service producteur qui ont été sélectionnés et qui sont rattachés au versement. Donc les métadonnées sont identifiants et non, ce qu'on n'avait pas jusque-là. Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, un axe important d'optimisation, c'est la gestion des fichiers sur le serveur. Donc, on le retrouve ici. Au niveau des versements, on utilise moins de place sur le serveur, on est moins gourmand. Et surtout, après, on va faire du ménage lorsque Versailles va recevoir la réponse au transfert qu'il ira chercher sur le SAE. Quand le transfert est accepté, eh bien, Versailles va faire du ménage et enlever tous les fichiers qui avaient servi au versement. On a également rajouté le service producteur. Donc, lorsque je vais créer un nouveau versement, dans la liste des options déroulantes, on a le service versant et on a rajouté le service producteur. Les services qui sont sélectionnables sont liés aux permissions d'utilisateur. Est-ce qu'il a le droit de voir les entités qui lui sont rattachées? Et si je suis archiviste, évidemment, j'ai accès à toutes les entités qui ont été paramétrées, tous les services. Et le dernier point, donc, je l'ai évoqué également tout à l'heure, c'est la préparation des versements de façon asynchrone. Je fais mon versement, je joins un zip qui a 5000 fichiers, 10 000 fichiers, je clique sur envoyer, et puis Versailles donc, me rend tout de suite la main et me dit voilà, je suis en train de préparer le versement, on peut patienter, on peut attendre, ou bien, eh bien on note l'information et on passe à autre chose. Et le versement sera disponible pour être envoyé ou directement envoyé, selon l'action de l'utilisateur, au SAE. Alors, maintenant, sur la partie vraiment mécanique des variables, on a amélioré la saisie des conditions. Donc, lorsqu'on veut exprimer une condition en fonction d'une saisie d'un utilisateur dans un versement, on va déclarer un si, sinon, ou bien si, sinon, enfin bref, imbriquer les cas, traiter différents cas. Et dans la version 1.0, c'est un petit peu compliqué, on se perd un petit peu dans l'ordre d'affichage des métadonnées. Dans cette version 1.1, on utilise des onglets qui nous permettent de vraiment structurer la condition qu'on est en train de mettre en place. Et surtout, on a un affichage littéral de la condition qu'on est en train d'utiliser. Donc ça, c'est une aide importante pour la bonne compréhension des calculateurs qu'on va mettre en place.